Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Salut, ça va? Ça va et toi? Super, alors déjà présente-toi. Bah voilà, je m'appelle Freddy Dzokanga, éditeur spécialisé dans les ouvrages sur le Lingala et parallèlement auteur de l'ouvrage Itinéraire bis. Alors déjà, est-ce que Itinéraire bis c'est ton premier livre que t'écris? C'est mon premier livre que j'ai publié, mais avant ça, j'ai d'autres écrits que j'ai laissés de côté. C'était en fait l'Itinéraire bis, c'est l'aboutissement, mais avant ça, j'ai écrit des ouvrages histoire de m'exercer dans l'écriture. C'est quoi qui... Alors, je démarre direct, mais c'est quoi qui fait le choix entre ce que tu choisis de publier et ce que tu choisis de garder pour toi? Parce que j'ai choisi de publier, c'est ce qui était plus accessible au grand public, on va dire ça comme ça. Et ce qui était plus intime, c'était en fait des écrits, des réflexions sur la vie de la société. Et c'est des choses qui sont intimes qui constituaient mon livre mon livre intime, quoi. Ce qui m'a permis d'amener... Donc, quand tu dis plus accessible, en fait, c'est plus intime pour toi, mais pas plus accessible au sens où c'est pas compréhensible pour les gens. Oui, oui, mais justement, ce qui est intime n'est pas forcément compréhensible par les gens parce que c'est des choses qui étaient liées à la réflexion, à des réflexions sur la société dans laquelle j'évoluais et ce que je voyais. J'arrivais des fois à m'interroger sur pourquoi les choses se passent comme ça. Donc, c'était des questions-réponses que je me faisais pour pouvoir accepter les situations des fois qui étaient compliquées. Et en fait, c'était beaucoup d'interrogations avant de vouloir partir sur une démarche d'écriture d'un ouvrage qui est celui que tu as en ta possession. Ok, alors on va y revenir après. Déjà, tu m'as dit que tu étais éditeur Oui, de livres en lingala, oui, oui. qui est une langue, un dialecte congolais pour ceux qui ne savent pas. Euh, Est-ce que du coup, tu avais déjà cet amour des livres ou cette envie ou c'est venu comme ça? Bah alors, je sais pas si c'est une transmission parce que c'est les ouvrages de mon défunt père qui a, comment ça s'appelle, à son époque, il a fait un dictionnaire, grammaire, tout un ensemble d'ouvrages d'apprentissage sur la langue lingala. Voilà, il faut savoir que c'était lui qui était la référence de cette langue. Il a enseigné à la Sorbonne et ensuite à l'INALCO. Et je me souviens déjà quand j'étais tout gamin, j'entendais souvent le téléphone sonner vers la période de septembre où beaucoup de gens venaient solliciter mon père parce que c'était une matière qui pouvait être prise en option au bac. Donc vous pensez bien que beaucoup de Congolais ou des gens de la communauté africaine prenaient cette option pour pouvoir avoir des points. Ouais. Et est-ce que tu écris en lingala ou pas? Ah non, pas du tout. J'ai pas cette maîtrise-là. Je parle un peu le lingala, je comprends assez bien, mais écrire, c'est pour moi un peu complexe parce que faut savoir que ce que notre père il a fait, c'est pas du phonétique. Voyez-vous, souvent les langues quand elles sont traduites, des langues africaines quand elles sont traduites, souvent les gens passent par le phonétique. Mais là, c'est vraiment des langues. Le travail qu'il a fait, c'est carrément de donner les lettres, les caractères spéciaux qui correspondent aux intonations à donner quand on s'exprime. C'est de la vraie traduction. C'est la vraie traduction Ok. et à un niveau très poussé. Ok. Du coup, pour toi, c'est une question qui est vraiment ton avis personnel sur la question. Parce que j'ai pas reçu d'auteur ici encore qui avait une vraie vision sur l'écriture dans une autre langue. Ok. Est-ce que pour toi, ça change beaucoup le fait de penser dans une autre langue et d'écrire dans cette langue? Tout à fait, mais c'est carrément la complexité de nous qui sommes originaires de pays africains, qui, quand nous devons transmettre la pensée originelle en empruntant une phrase, en empruntant une langue qui n'est pas la nôtre, comment dire, La pensée? l'interprétation perd de sa valeur. Vous voyez, quand vous dites quelque chose dans votre langue originelle et que vous la transposez dans une langue d'emprunt, l'intensité n'est plus la même. Mmh. Vous voyez, quand vous dites en français j'ai mal et en lingala vous dites
pas si. Vous sentez la profondeur de la douleur qui n'est pas juste le mal qu'on pourrait se dire quand on a une douleur émotionnelle. Alors, j'ai une autre question, parce que c'est ça que là, je me dis quand tu me dis ça. Il y a beaucoup d'histoires. Quand je dis d'histoire, c'est au sens de récit. En Afrique noire, dans plein de pays d'Afrique, qui sont en fait des récits qui se transmettent oralement. Ok? Mhm. Est-ce que du coup, c'est pas juste pour beaucoup de langues, est-ce que c'est pas juste des langues qui sont faites pour être transmises oralement et pas écrites en vérité? Oui, mais initialement, nos civilisations transmettaient beaucoup par l'oral. Tout se transmettait par oral de génération en génération et c'est ce qui permettait d'entretenir la mémoire. Aujourd'hui, l'écriture a figé cette transmission orale, ce qui a fait que on n'est plus amené à faire travailler notre cerveau dans la retention d'informations et l'exactitude de tout ce on nous a enseigné sur le plan oral. Et vous, quand on était jeune à l'école, on apprenait des récitations. Oui, ben la tradition africaine est beaucoup basée sur les récitations, la transmission et connaître le par cœur. Mmh. Du coup, est-ce qu'on perd pas un petit peu? Parce que ce que tu dis, c'est archi vrai et archi intéressant. C'est que comme c'est des récits qui sont transmis oralement, il y a tout ce qui va avec l'oral. C'est-à-dire les intonations, les mimiques peut-être de visage, enfin, il y a plein de trucs qui vont avec. Est-ce qu'on perd pas un peu je dirais pas de qualité ou pas d'intensité, mais de profondeur, d'épaisseur quand on fige un récit comme ça à l'écrit qui est fait pour être dit vocalement, tu vois? Oui, c'est sûr. Mais après, maintenant, c'est les sociétés dans lesquelles nous, on a atterri et qui nous demandent de figer les choses sur papier. Mais c'est sûr que dans chaque communauté, chaque société africaine, il y avait des gens qui étaient spécialisés pour raconter, il y a des gens qui étaient... Pour certaines formes de transmission, il y avait des gens qui étaient formés pour être ces personnes-là. Voyez-vous, comme les femmes africaines qui avaient le rôle d'accoucheuse dans les villages. C'était pas n'importe qui, et c'était pas n'importe qui qu'on transmettait ce savoir. Comme pour les contes, les griots, les gens comme ça, c'est eux qui transmettaient ça de génération en génération, et avec toute la complexité que ça comporte. Voyez-vous, c'est de l'enseignement en fait. Hein. Et nous, nos sociétés traditionnelles nous emmènent à transmettre, c'est la transmission. Et pour en revenir à mon histoire personnelle, je ne sais pas si du fait que mon défunt père, il était écrivain et linguiste, j'ai hérité de ça inconsciemment parce que je ne me voyais pas du tout partir dans l'écriture. Alors, à quel moment ça s'est passé? Ça s'est passé en 99 où je me suis mis justement à réfléchir sur... c'était presque au sortir de mes études. Je me suis mis à réfléchir sur les rêves que beaucoup de jeunes de mon entourage ont eu et qui ont pour le coup n'est pas permis de se réaliser comme on l'avait souhaité. Et c'est ça qui t'a poussé à vouloir raconter des histoires? Voilà, qui m'a poussé à vouloir raconter nos histoires. Nos histoires qui concernent toute la banlieue. C'est pas mon histoire personnelle ou l'histoire de mon ami préféré. Oh non, j'ai fait un concentré de toutes les aventures que j'ai eues en banlieue, parce qu'il faut savoir que j'ai toujours aimé voyager. C'est-à-dire très tôt, je partais... je viens du 94, de Bonneuil, et très tôt, je partais sur Paris à l'aventure. Tout seul, j'avais mes tickets de bus. Je partais et il m'arrivait de faire des rencontres. D'ailleurs, toute mon amitié d'enfance, je l'ai faite sur Paris. Pourtant, je suis du Val-de-Marne, mais tous mes amis d'enfance, je parle de ça, j'avais 12-13 ans. Ouais. C'est très tôt. Ouais, c'est hyper tôt. Mais est-ce que tu trouves pas qu'il y a une forme de... sans te mettre un poids sur tes épaules, hein, mais une forme de responsabilité de se dire je raconte nos histoires au sens large, tu vois? En fait, je raconte nos histoires, je raconte comment, dans une période bien précise, on s'est construit avec les imaginaires qu'on a eus, avec les références cinématographiques qu'on a eues, avec les références musicales qu'on a eues, avec l'influence américaine qu'on a eue. Toutes ces choses-là, je les ai, concentré dans le cheminement de la personne que j'ai été, dans le cheminement de la personne que mes amis ont été. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on avait tous les mêmes références.
Donc forcément les mêmes références. Que tu vas être d'une banlieue à une autre, les similitudes sont pareilles. On a connu les périodes où nos grands ils sont tombés dans la drogue. La drogue, ça a fait un boom dans beaucoup de quartiers populaires et de cités de France et de Navarre. Voyez-vous, et c'est des périodes comme ça qui marquent des vies et qui vous construisent dans votre univers. Ouais, clairement. Alors pour revenir un peu à ton écriture, tout à l'heure tu disais que t'écrivais, à la base t'écrivais pour toi et ta vision de la société, si j'ai bien compris, sur ta vision du monde, et que ça t'a cheminé à écrire après un roman. Déjà, comment, personnellement, on arrive à passer d'une écriture qui pourrait s'apparenter à un essai, si je dis pas de bêtises, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, non, un essai sociologique presque, je dirais, à l'écriture romanesque qui est de la fiction. Tu vois, comment on passe, parce que pour moi c'est deux choses différentes, tu vois. Moi je me vois pas écrire d'essai par exemple, parce que c'est vraiment une écriture qui est bien particulière, qui est au moins documentée, mais au moins qui demande une analyse des choses, alors que pour moi un roman ou une nouvelle, t'as beaucoup plus de liberté et t'es pas obligé de documenter, ou en tout cas tu peux te laisser libre cours à ce que tu as envie d'écrire, tu vois. Oui, mais en même temps, j'étais dans une zone de confort quand j'ai écrit ce livre parce que je parle de choses qui m'ont entouré. Donc, j'ai su facilement faire le lien avec la réflexion que je me posais sur la société qui m'entourait et mon environnement. Et j'ai su, traduire le sentiment de présenter quelque chose qui nous parle. Et certaines personnes qui l'ont lu, ils m'ont dit il y a même un caractère sociologique dans ce que tu écris parce que tu racontes la vie. Je raconte la vie telle qu'elle s'est passée. C'est-à-dire, il n'y a pas de détour, c'est une lecture psychologique qui est reconnaissable par beaucoup de gens. Et beaucoup de gens se sont retrouvés dans ce que j'ai écrit. Et quand ils me disent c'est magique parce que je ne suis pas de bon oeil, mais j'ai vécu les mêmes choses. Reconnu, ouais. Mais j'ai dit, mais c'est un peu normal, puisqu'on a vécu les mêmes choses. Voilà, c'est tout. Vous regardez comment les villes sont configurées, centre commercial, cité, piscine, bibliothèque, collège, lycée. Qu'est-ce qui va changer d'un quartier à un autre? On va vivre les mêmes choses. Tu vas faire le CP, tu vas aller en 6e. Ouais. En plus, faut savoir, je précise pour les gens, mais c'est que ce que tu dis est archi vrai. Et il faut savoir que tout ça, c'est très concentré. C'est-à-dire qu'on a créé des cités, soit sur des plateaux, soit sur des bas de villes ou de villages. Et on a tout centralisé. Du coup, tu sors de chez toi, tu as un collège, une maternelle, une piscine, une pharmacie. T'as tout pour presque ne pas aller en ville ou en centre-ville. C'est ça et c'est dans ce sens-là que la construction, elle est similaire parce que du coup, pratiquement toutes les cités de France sont construites sur ce modèle-là. Ce modèle-là, oui. Où presque t'as pas à en sortir. C'est ça. Ça te ramène pas à découvrir le monde. Et moi, contrairement à ça, j'étais déjà dans l'idée j'avais envie de découvrir le monde. Je me suis pas limité à mon quartier. Ouais. C'est-à-dire, faut voir le trajet, hein. Faut bien se mettre à l'idée. Tu pars de Bonneuil pour te retrouver à Place des Fêtes, à Riquet, à Crimée, à Ourcq, à Stalingrad. Après, j'allais plus loin à Aulnay. Ce qui fait une trotte. Hein. Non. Je prenais même je me retrouvais même jusqu'au Mureau, Mantes-la-Jolie. Ah ouais. Oui, non, moi j'ai toujours eu le goût du voyage. C'est quelque chose qui m'a toujours habité et je me suis sédentarisé par la force des choses. Mais intérieurement, ça m'habite encore jusqu'à aujourd'hui. Ça m'habite encore. J'ai le goût de découvrir l'aventure et pour moi, mettre des frontières entre les pays et les communautés, j'y arrive pas. C'est le débat du moment. On va pas politiser ici, mais non, mais débat du pour moment. moi, c'est quelque chose que... Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais, en fait, deux choses. Premièrement, sur ce qu'on disait sur le fait que les cités sont enfermées, moi, je t'ai dit, tu sais, je viens de Creil à la base. Et à Creil, c'est un peu particulier parce que y a des éléments de la ville... Et de la campagne. Il y a des éléments de la campagne. Et aussi,
c'était moins ghettoisé, parce que c'est une petite ville déjà. Et que, du coup, par exemple, il y a un hôpital. Et cet hôpital-là, il est vraiment pour tout le monde. Du coup, il est à côté du quartier, mais c'est toute la ville qui y va, tu vois. Ouais. Il y a la piscine est pas au quartier, elle est dans le bas de la ville, parce que la ville n'est pas très grande, tu vois. Il y a plein de trucs comme ça qui font que c'était un peu différent. Mais moi, je me suis rendu compte de ce truc. C'est quand j'ai vécu à Amiens, qui est une ville de province près du nord de la France. J'ai vécu pendant 1 an. Et l'appartement que j'ai trouvé là-bas, c'était dans un quartier. Et j'ai été frappé par ce truc-là. C'est que vraiment, où j'habitais, je te jure que, genre, il y avait un mini centre commercial, tu vois, en bas de la cité. Du coup, tu avais les boulangers, les bouchers, les épiciers, le carrefour, le Franprix, nanana. Tu avais l'hôpital de la ville qui était collé à la cité. Tu avais le grand centre commercial de la ville qui était un grand carrefour qui était dans la zone industrielle qui était collé à la cité, vu que c'était l'extension des villes, tu vois. Et au sein du quartier, tu avais un centre social, tu avais SOS médecin, tu avais la piscine, tu avais un stade de foot, tu avais un centre de radiologie. Du coup, les mecs, le seul truc qu'ils avaient pas, c'était Footlocker. Du coup, les mecs du quartier, les seules fois où ils descendaient, parce que c'était en haut de la ville, les seules fois où ils descendaient en ville, c'était pour aller à Footlocker. D'accord. Et je me suis rendu compte de ça, parce que moi, j'étais à l'époque, je reprenais mes études, du coup, j'étais à la fac, et la fac est en centre-ville. Enfin, il y a des éléments de la fac en centre-ville, sinon elle est de l'autre côté de la ville, à Amiens Sud. Mais je me rendais compte de ça, c'est que moi, tous les jours, du coup, j'allais en centre-ville, mais il y avait des mecs de là où j'habitais, je les connaissais pas, parce que j'étais là-bas pour 1 an, du coup, je connaissais pas grand monde, tu vois. Mais je voyais que les mecs n'allaient jamais au centre-ville. Moi, je prenais le bus, je voyais que les gens qui étaient étudiants qui devaient aller à la fac, ou les vieux qui travaillaient en centre-ville, les gens qui travaillaient en centre-ville. Sinon, les mecs du quartier, ils restaient au quartier, mais même pas forcément par plaisir, c'est qu'ils se disaient, ben, on va y trouver quoi? On a tout ici, en fait. C'est-à-dire que je vais chez les médecins, je vais à SOS médecin, c'est à 10 mètres de chez moi, mais littéralement, sans caricaturer. Il me prescrit une radio, à 20 mètres, il y a la radiologie. Tu vois, je veux faire des courses pour la semaine, soit je vais au petit carrefour à 10 mètres, soit je fais 50 mètres, j'ai le grand carrefour. Je veux aller à la piscine, je sors pour aller faire du foot, ben, il y a un grand stade de foot. Et ça m'a frappé. Moi qui viens de cité, ce truc m'a frappé parce que c'était vraiment construit pour encloisonner les gens, enclaver les gens, ouais. C'est ça, tu vois. Non, mais les cités comme ça, elles sont pensées comme ça, oui, pour pas que le type de résidents qui y vivent viennent voir ce qui se passe ailleurs. C'est un peu comme on peut le voir dans la présentation de l'Afrique en général. Nous-mêmes qui sommes africains, avec l'enfance qu'on a eue de par comment s'appelle, les clips qu'on a vus avec We Are the World, des choses comme ça. J'ai de la famille qui vivait en Éthiopie. Quand moi j'étais petit, j'avais les références de l'Éthiopie avec des enfants. Le sac de riz, les enfants pleins de mouches, pleins de mecs. Je me suis dit, ah non, c'est pas beau de vivre là-bas. Et quand j'ai eu à voir des photos de l'Éthiopie, quand ma famille qui travaillait pour l'ambassade, qui nous ont envoyé des photos, je me suis dit, mais attendez, toute mon enfance, j'ai grandi avec l'image de l'Éthiopie comme un pays dévasté par la misère, quoi. Clairement. Et c'est de la verdure à perte de vue. C'est magnifique, l'Éthiopie. Vous voyez, quand c'est vraiment les constructions qu'on fait. Quand on fait des constructions qu'on crée comme ça sur le plan psychologique, ça nous fausse de nos origines et de nos sources. Et aujourd'hui, on ne va pas revenir sur l'Afrique comme on nous l'a vendu pendant les années 80 jusqu'à là. Et on comprend bien que c'était un jeu du mensonge pour pas que nous-mêmes qui avons immigré ici dans des conditions qui sont un peu... on va dire triste, parce que c'est souvent réfugiés politiques, fuir la guerre, des choses comme ça qui nous ont amenés à nous retrouver en Europe. Mais toutes les entreprises européennes sont en Afrique. Tout le monde est en Afrique. Et aujourd'hui, on reçoit des images sur l'Afrique, des endroits qui se construisent avec une beauté qui ne donne pas vraiment envie de rester en France quand on sait
par quelle saison on doit passer Ouais. et oui, et on se pose plus de questions parce que maintenant on a compris l'envers du décor. Voyez-vous, on vous dit de ne pas aimer un endroit qu'on vous montre comme ça, mais quand vous arrivez à comprendre que dans cet endroit-là qu'on vous présente comme ça, il y a des choses qui s'y passent et il y a des beautés qui sont lorgnées par beaucoup de gens et dont on n'imagine pas l'idée. Ouais, Ouais, on n'imagine clairement. pas l'idée. Clairement. Pourquoi le choix de l'écriture? Je dis ça parce que tu sais que bien souvent, et malheureusement, le moyen le plus facile de s'exprimer quand tu es issu d'une périphérie urbaine, pour pas dire une banlieue, c'est le rap, la Oui. musique en tout cas. D'accord, mais il passe par l'écriture. Ça passe par l'écriture, mais excuse-moi, c'est vrai, t'as raison. Pourquoi le choix de l'écriture romanesque, en tout cas de livres, tu vois? Alors que tu aurais pu choisir cette forme de poésie-là qui est la musique, ou le slam qui s'est démocratisé à un moment. Enfin, il y a des formes qui sont prépondérantes et dominantes dans les quartiers, au niveau de l'expression. Pourquoi, toi, quand tu t'es dit, je veux raconter cette histoire-là, ben, tu t'es dit, je vais passer par ce cheminement-là pour l'écrire? Bah, je me suis dit que je vais passer par ce cheminement-là par l'écrire parce que peut-être que les prémices de l'écriture venaient du fait que comme je me posais beaucoup de questions sur la vie en général, bah, il m'arrivait d'écrire pour essayer d'avoir des réponses. Je dirais que l'écriture, ça a été peut-être, c'est peut-être un exutoire, je sais pas, hein, parce que je me considère pas comme un écrivain. Tu vois, j'ai écrit une histoire. Alors, à quel moment on devient un écrivain? Bah, je sais pas à quel moment on devient un écrivain, c'est quand on fait de cette activité, on va dire de ce loisir, parce que c'est un loisir hein, d'écrire, une récurrence. Voyez-vous, un besoin d'écrire constamment voilà, il y a... Mais c'est ce que tu faisais avant de publier ce roman-là. Oui, mais ce roman-là, il a 20 ans. Ok. Ouais, il a 20 ans, c'est-à-dire, comme je t'ai dit, il est né au sortir de mes études, et ça a été le bilan de tes premières années de vie, en gros. De premières années de vie. C'est pas les premières années de vie, c'est le premier passage dans... On peut s'en passer à l'euro. C'était la transition de l'enfance, la jeunesse, et maintenant on rentrait à l'âge adulte et on commençait à regarder quelles étaient les réussites autour de nous, avec les études, sans les études, voilà. Et pour dire vrai, moi j'appartiens à une génération qui avons misé sur les études, et les études ne nous ont pas permis de nous asseoir sur le plan social. Voyez-vous, quand moi j'étais en amphithéâtre à la fac, le professeur nous disait, vous savez, vous êtes cadre, vous pouvez revendiquer un salaire de 20 000 francs. À l'époque, c'était en francs. Alors, on se regardait tous avec une certaine fierté d'être arrivés jusqu'ici. Et quand la réalité du monde du travail nous a fait voir l'envers du décor, le statut de cadre, il est sur le plan, comment dire, administratif, mais il n'est pas sur le salaire. Ouais, c'est là qu'on déchante. Donc voilà, et c'est ces réalités-là qui m'ont fait poser question sur pourquoi ne pas dire les choses plutôt que nous laisser imaginer que. Voyez-vous, et beaucoup de gens qui sont de ma génération, qui ont cru réussir à travers les études. Certains ont réussi, hein. Faut pas dire que c'est une généralité. J'ai pas fait partie de ceux qui ont réussi avec leurs études, voyez-vous, qui ont réussi avec la formation universitaire qu'ils ont reçue, et d'autres ont réussi, tant mieux pour eux. Comme je dis toujours, dans la vie, c'est chacun sa chance. Exactement. Faut pas croire que y a une fatalité. T'es noir, t'es arabe, t'es immigré. Non, chacun sa chance dans la vie. On est rétribué par nos actions et par la chance qu'on a de nous en sortir. Il y en a, c'est du jour au lendemain. D'autres, ça va mettre un peu plus de temps. Il y en a, ils vont gratter un ticket millionnaire et voilà. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, c'est un peu ça. Mais pour en revenir à l'écriture, donc c'était un bilan. Et je me suis dit,
dans beaucoup de livres que j'ai lus à l'époque, j'ai jamais entendu de livre qui parlait de nous. Le seul livre qui m'a fait sourire et dont j'ai apprécié l'auteur, c'est Rachid Jaïdani, Ok, Boomker. ok. C'est un livre qui m'a fait sourire, rire. Et la scène du Congolais sur la bécane avec le sac de riz, j'espère que je respecte bien le souvenir qui m'en reste, qui était sur une mobilette. Ça m'a montré l'image de ce que je voyais quand on était jeune sur Paris, des scènes comme ça. Et c'est lui qui m'a montré que on a nos histoires, en fait. Et qu'on peut les raconter en Et on plus. peut les raconter. Tu parlais de récurrence. Ton bouquin, il a 20 ans. Tu l'as écrit il y a 20 ans. Ouais. On est d'accord? Mhm. Du coup, depuis, t'écris plus? Depuis, j'écris plus, non. En fait, Du tout? Non, j'écris plus du tout. C'est pas vrai? Ouais, véridique. je J'écris savais plus pas du ça. tout. Ouais, j'écris plus du tout. Comme je disais, je suis pas un écrivain. Je suis pas. C'est fou, ça. J'ai écrit une histoire. J'ai écrit une histoire. Et Donc, t'es l'écrivain d'un seul livre. oui, c'est le seul livre que je publierai. Ah, Oui. c'est fou, ça. Ouais. J'ai des écrits qui sont là et qui ont été antérieurs, mais je les publierai pas, non. Je suis l'écrivain d'un seul livre, on va dire ça comme ça. Ouais, Et j'en écrirai pas après. Ah, c'est ouf. Franchement, c'est... En fait, je dis c'est fou parce qu'il y a des gens qui publient un livre parce qu'ils ont la chance de pouvoir le faire. Ok? De ce que j'ai compris, toi, tu as une vraie quête avec ce livre. C'est que tu avais une vraie volonté de sortir 20 ans après. C'est qu'il y avait un truc qui était qui avait besoin d'être montré au monde. Au grand public, oui. Au grand public. Et dans ce sens-là, n'écrire qu'un livre et le porter au plus haut, j'ai jamais entendu ça, je crois. C'est ça qui me surprend. Tu vois, les gens qui ont des rêves d'écriture et qui arrivent à publier, ils aimeraient en publier 1, 2, 3, 4. Ils écrivent toujours pour continuer à peut-être publier, ou en tout cas tenter, ou ils ont un plaisir à le faire encore, tu vois. Mais un peu, là ça me fait penser, là direct j'ai une image dans la musique, tu sais qu'il y a des mecs qui sont les auteurs d'un seul single, et ils vivent de leurs royalties à fond jusqu'à la fin de leur vie, tu vois. Mais ils auront fait qu'un single ou un album, dira-t-on, parce qu'un single c'est un peu compliqué, mais au moins un album, tu vois. Mais c'est rare dans l'écriture d'être l'écrivain d'un seul livre. Et volontairement en plus. Oui. Tu vois, c'est ça qui est fou. Parce que je pense que sur la forme romanesque, ou de livre, j'ai plus rien à raconter. J'ai plus rien à raconter. Si je dois partir sur une autre écriture, et je sais que je suis sollicité pour des écritures de scénar. Ouais. Tu vois, il y a certaines personnes qui m'ont approché pour la sensibilité qu'ils avaient trouvée dans mon livre et le style, et ils ont dit ouais, si je pouvais les accompagner dans une aventure scénaristique, j'ai dit why not. Mais voilà, c'est la forme la plus, on va dire, appropriée, qui me permettrait de toujours m'exercer dans l'écriture. Mais partir dans une écriture, il faudrait que je puisse m'isoler, faire retraite dans un endroit où je suis calme et je peux pleinement me concentrer pour pouvoir penser l'histoire. Et t'as pas envie? Non, ça me traverse pas. Je dis pas que c'est fermé, mais je vois pas en projection. Je me vois pas je me vois pas partir en résidence d'écriture pour vraiment me consacrer à ça et revenir et reproposer une autre histoire, parce que ce livre-là, déjà, je le porte depuis 20 ans avec le combat qu'on sait, parce que j'ai naïvement, comme tout écrivain on va dire écrivain parce que c'est le terme, mais je me considère pas comme tel. Ouais. Comme tout écrivain en herbe, j'ai tapé à toutes les portes des maisons d'édition de Paris et j'ai compris qu'en fait, pour pouvoir intégrer ce cercle fermé, ce réseau, il fallait être recommandé. Et avec le temps et par la chance, j'ai réussi à rencontrer les deux personnes qui ont fait la préface de mon livre, Olivier Tosser et Frédéric Ploquin, à qui j'ai remis chacun respectivement mon manuscrit, juste pour un avis. Juste pour savoir qu'est-ce qu'ils en pensent, quoi, en tant que journaliste et écrivain par ailleurs et réalisateur de documents. Chacun de leur côté l'ont lu. Chacun de leur côté m'ont fait un retour très très positif. Et ils m'ont dit, on va t'ouvrir les portes. Dans le sens où
Ils m'ont fait comprendre que pour être lu par l'éditeur, il faut être recommandé. Donc, c'est-à-dire qu'ils avaient la clé pour ouvrir les portes. Clairement, ouais. Voilà. Et donc, avec leur soutien, j'ai réussi à avoir des comptes rendus de lecture. Avant, c'était des lettres types qui vous disaient on vous rappelle on vous renvoie un courrier dans 3 mois, dans 6 mois, donc tu vois le temps, comment il passe. Ouais. Et en fait, ils ont déjà le truc pré-signé, c'est juste, tu sais que ton livre, il va partir au pilon avec les livres invendus. Voilà, ouais. Ils ouvrent pas, ils n'ont pas le temps. Non pas parce que, je sais pas pour quelle raison, mais bref, ils n'ont pas le temps. Et donc là, j'avais des comptes rendus de lecture. Et comptes rendus de lecture, des fois, certains étaient pertinents, d'autres, je ne trouvais pas très convaincant, mais comme il n'y a pas le pouvoir de pouvoir échanger avec la personne qui donne son avis et opposer vos arguments aux siens, donc j'ai gardé mon idée sur la façon comment je présentais les choses. Et donc après, avec le temps et la récurrence des impatiences de mon entourage, parce qu'ils étaient au courant de ce projet, ils m'ont dit, écoute, la face du monde a changé sur le plan de la communication. On connaît un peu de monde. Avant, il n'y avait pas les réseaux Instagram et compagnie. On connaît un peu de monde. Mets-le en place, ton bouquin, sors-le. Et on va démarcher par nous-mêmes. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et pour un premier livre, au vu des retours que j'en ai eus, je ne me considère pas du tout comme un écrivain. Et je peux vous dire que j'ai été moi-même agréablement surpris de l'effet que ça a procuré. Toutes les personnes qui ont la chance de lire mon livre, je leur ai demandé de toujours, parce que j'ai créé une chaîne YouTube, et de mettre sur le teaser principal leur avis en toute honnêteté. J'ai aimé, j'ai pas aimé, pourquoi j'ai aimé. Au moins que je puisse moi aussi me faire une idée de ce que je propose, parce qu'en fait, c'est ça la difficulté pour un écrivain, c'est de se faire comprendre par son lecteur. Ouais, c'est le plus dur. Et on n'est pas compris sous les mêmes latitudes. Exactement. Et vous, selon les parcours des uns et des autres, on n'est pas vraiment perçu de la même façon. Et ce qu'il en ressort de tous les commentaires, c'est je vous le laisse découvrir par curiosité si vous allez sur la chaîne Itinéraire Bis Roman sur YouTube. Sur le teaser principal, vous allez découvrir ce que les gens en disent, plutôt que de moi, j'en parle à leur place. Si c'est un roman qui date d'il y a 20 ans, que tu as eu tout un processus pour le sortir, tu as mis combien de temps à l'écrire réellement ? 6 mois. À l'époque, ça t'a pris 6 mois. 6 mois, ça m'a pris. De 8h du matin quand j'ouvrais l'œil jusqu'à des fois 23h, minuit, 1h, 2h du matin. 6 mois d'intense travail. Et comme tu n'es pas édité à l'époque, parce qu'il faut savoir que quand on est édité, j'explique ça pour les gens, mais quand on est édité, enfin quand on envoie son manuscrit à un éditeur, qu'il accepte le manuscrit, qu'il propose de pouvoir le sortir, souvent il y a une phase de relecture où il te fait des retours et tu as peut-être des choses à modifier et tout. Quand on n'est pas édité, on n'a pas ça. Est-ce que tu as eu un travail après émanant de toi-même de vouloir retravailler ton manuscrit ? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Ça t'a pris combien de temps ? Ça m'a pris combien de temps ? Ça m'a pris, on va dire, c'était sur des choses... ça a été suite justement au compte-rendu de lecture comment ça s'appelle, de maisons d'édition pour lesquelles j'ai pu avoir ce retour, que je me suis penché sur leur critique. Pour retravailler un peu. Pour retravailler, pour certains qui étaient pertinents. Ouais, bien sûr, évidemment. Voilà. Évidemment. Mais quand je suis parti en résidence d'écriture pour continuer à le peaufiner, avec un ami qui est aujourd'hui décédé, qui m'a trouvé le titre de mon ouvrage, Abdelhafed Benofpan, pour ne pas le citer, et paix à son âme. Et j'ai pu travailler avec une amie à lui qui m'a accompagné dans... Et ça, c'était combien de temps après le premier jet ? C'était combien de temps après le premier jet ? Je crois que c'était en 2014 ou 2013, oui. Donc, à peu près 10 ans, non ? Si je dis pas de bêtises. C'est ça, c'est un peu près. Donc, tu as ton premier jet que tu mets 6 mois à écrire. Ouais. Tu fous ça dans un placard.
Non, je fous pas ça dans un placard, je démarche les... Tu démarches une première fois, Ouais. t'as quelques retours, rien de Non, probant. zéro de retour. Ah, ok. Zéro Première fois, retour. zéro retour. Zéro retour. C'est pour Ok. ça qu'à ce moment-là, je l'ai présenté à Frédéric Ploquin et Olivier Ça, Tosser. c'était au début, ça. Non, c'était vers la fin. Vers la fin. Je crois que c'est en 2008 ou 2010. C'est dans... Et, Ouais, et après, eux t'ouvrent des et portes. après, eux m'ouvrent des portes. Mais en fait, ça prend du temps, en vérité. C'est-à-dire qu'en fait, si je comprends bien, c'est pas vrai, c'est pas un réel choix de l'avoir sorti 20 ans après. T'aurais voulu, tu aurais sorti dès le début. Bah, je vais te faire pas une confidence, mais mon livre, il aurait pu être sorti chez De Noël. À l'époque, j'avais eu... Qui est une maison d'édition, une grande maison d'édition. Ouais, une maison d'édition, qui avait un éditeur qui s'appelle Philippe Garnier. Je l'ai gardé même en mémoire. J'ai tous les papiers, tous les numéros de l'époque que je contactais et qui étaient intéressés par mon manuscrit. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand il l'a présenté pour le défendre? Il y avait une autre personne qui avait le même type d'ouvrage, mais lui, il avait été écrit avec un journaliste. Donc, qui dit même type d'ouvrage journaliste, la maison d'édition, elle s'est orientée sur lui parce qu'il y avait le réseau. Il y avait le réseau, donc ils se sont appuyés en plus de son réseau. Et puis bon, c'est leur facilité entre eux. Et moi, comme je ne suis pas connu, et donc ça en est à rester là, mais il était intéressé pour le publier. Et comment on garde l'envie et l'énergie? Parce que là, tu me parles d'une histoire qui a 20 ans. Sur un projet pour lequel t'avais beaucoup d'envie que ça aboutisse. Dès le début, ça aboutit pas. On t'ouvre des portes quelques années après. Ouais. Tu retravailles quelques années après encore. Et encore plus d'années après, tu le sors. Comment on garde l'envie, l'énergie de... Tu vois, plein de gens, peut-être même moi le premier, je me serais dit en vrai, c'est pas sorti, c'est que ça ne devait pas sortir, vas-y, fin. Tu vois, surtout si c'est mon seul livre que je veux écrire. Il sort pas, tu vois, j'aurais pu me dire ça. Comment tu gardes l'énergie et l'envie surtout de poursuivre pour arriver aujourd'hui et qu'il sorte? Bah alors, je sais pas si ça peut paraître prétentieux, mais j'ai le sentiment qu'il faut avoir confiance en soi. Il faut croire en soi. Il ne faut pas croire aux autres, il faut croire en soi. Il faut savoir de quoi on est capable. C'est ça qui est important chez chaque personne qui cherche à se construire. Il ne faut pas attendre de la considération de ce que les gens vont dire pour faire. Non, fais ce que tu as à faire. Et ceux qui comprennent l'esprit dans lequel tu fais les choses t'apporteront leur soutien. Je ne connaissais pas du tout ces deux personnes. Je les ai rencontrés. Humainement, on a échangé. Je leur ai dit, je voudrais juste votre avis. Voyez-vous? Parce que je me suis pris des portes fermées. Ils m'ont dit ok. Ils ont lu. Tous les deux, ils ont été agréablement surpris. D'ailleurs, ils m'ont fait des belles préfaces sur le livre. Je ne m'imaginais pas avoir des pavés d'écrits. Il y a des gens qui peuvent te faire une préface vite fait, mais là, je sens que c'est posé. Il y avait une vraie volonté de la faire. Il y avait une vraie volonté de la faire, voilà. Je comprends. Et voilà, ils croyaient, et c'est ça, parce qu'ils ont été ouvrir les portes des maisons d'édition, parce qu'ils croyaient au livre, voyez-vous. Maintenant, ça a échappé à l'œil de l'éditeur, ou soit, c'est pas du tout un souci. Et ça m'a permis de me lancer jusqu'au bout de mon idée, quoi, de mon aventure. Et quand je fais le parallèle, je sais que du vivant de mon père, lui aussi, il était passé par ce chemin-là. C'est-à-dire, je ne sais pas s'il y a un retour une espèce de cercle qui se reproduit, mais avec aujourd'hui une technologie, quand j'ai une technologie, une volonté qui reste inchangée. Et on en comprend l'intérêt parce que je sais que ces ouvrages sont la référence et beaucoup de gens nous sollicitent ces ouvrages parce qu'ils ne s'imaginaient pas que ça pouvait exister. Dictionnaire sur le lingala, français lingala, grammaire, parler quotidien, tout un ensemble d'apprentissage pour la langue. Voyez-vous, même des gens, des fois, sont surpris que ça existe. Et du coup, toi, tu vois un peu ça comme ça dans l'aspect sociologique de ton livre. Un truc qui est marquant et qui montre aussi quelque chose qu'on voit pas.
auxquels des gens n'ont pas accès, parce que comme tu dis, ces parcours-là ou ces histoires-là, pas tout le monde y a accès. Pas tout le monde y a accès et il faut avoir une proximité avec les gens. En fait, il faut avoir grandi en banlieue pour comprendre ce qu'est la banlieue. Il faut avoir faut avoir eu des amis qui ont eu des rêves atypiques pour comprendre quelle psychologie et quelle démarche pousse à emprunter cet itinéraire sans jugement. Hein. Moi, Ouais. je suis une personne qui n'a jamais porté de jugement sur qui que ce soit et ça a toujours été ma façon de voir les choses. Et c'est aussi pareil, c'est une transmission de mon père. On ne juge pas les gens pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils font. Et vous, important. c'est important dans le sens, ce qu'ils font, c'est si c'est bénéfique pour l'ensemble des gens, c'est bénéfique pour tout le monde. Ouais, je comprends. Ouais. Tu m'as dit que peut-être la seule écriture qui pourrait t'attirer aujourd'hui, c'est l'écriture de scénario. C'est plus simple. Ah ouais? Oui, c'est beaucoup plus simple. Pourquoi? Bah pourquoi pas? Parce que le scénario, c'est une mécanique. Ça demande à créer de ce que j'ai compris, hein, un endroit, des personnages, un dialogue, et vous faites suivre l'évolution de l'histoire sans avoir à rentrer dans beaucoup de technicité que demande le roman. Ça me fait rire parce que j'ai eu cette discussion ici même avec Rachid Santaki, une connaissance commune, Oui. qui s'est mis au scénario depuis pas très longtemps, Mhm. et qui m'expliquait que c'était plus compliqué qu'il y pensait. Sachant que lui, c'est un auteur de romans à la base et qu'il écrit de multiples romans. Et qui me disait qu'en fait, c'est une mécanique qui est très compliquée, et il allait même plus loin, il disait que ça pouvait pas s'écrire seul un scénario. Tellement c'est plus complexe qu'on le pense. Je sais pas à quel niveau il en est. Moi, c'est la lecture que je m'en fais quand je vois des films. Parce qu'il faut se dire qu'un scénario, quand on voit des films, c'est tiré de scénarios. Donc, il y a des bons films, il y a des bons scénarios. Il y a des bons scénarios, il y a des mauvais films. Évidemment. Ouais, donc, Évidemment. après, c'est l'appréciation qu'on en a dans la complexité de ce qu'on veut présenter à l'écran. Ouais, c'est ça. Moi, je parle sur la forme basique de ce que j'ai pu voir, de ce qui existe dans le scénario. Maintenant, j'ai pas l'expertise poussée d'écriture, mais c'est ma lecture. Alors, ma question, c'est qu'est-ce qui te laisse penser que cette forme-là, elle serait plus accessible pour toi et plus facile pour toi? Bah parce que c'est déjà dans la façon comment j'écris, et c'est ce qu'on m'a fait comprendre, que dans ton livre, on voit les images. On voit les images. Dans ton livre, on voit les images. Donc, je me dis quoi, si on voit les images, il n'y a plus qu'à faire des plans séquences. Découper les passages, faire les plans séquences. C'est ma lecture, hein. Maintenant, je suis profane. Hein. Je suis sans problème. Voilà. Il n'y a plus qu'à faire les plans séquences, installer des dialogues. Et voilà, le tout est réuni. L'ensemble, il est réuni. Maintenant, ça dépend de l'histoire qu'on veut raconter. Qu'est-ce qu'on veut transmettre dans le contenu de son film, où on veut amener le spectateur. Hein, c'est toute cette nuance et c'est tous ces chemins sinueux et nébuleux qui vous ramènent à vous dire ah ouais, c'est vraiment un bon film ou ah, c'est un navet. Alors, est-ce que toi, avec toute cette imagerie que tu as en tête et la manière dont tu penses l'écriture, tu pourrais être aussi Réalisateur? Réalisateur, ouais. Jamais. C'est un vrai métier. Ça, par contre, pour moi, le coup réalisateur, c'est quelque chose qui demande, au-delà de la finesse de l'écriture et de l'articulation des mots, c'est un vrai métier, je pense. Je m'y connais pas du tout, mais pour avoir des amis qui sont dans la réalisation, ça n'a rien à voir, à mon sens, hein, avec uniquement l'écriture. Je dis ça parce que quand on pense à un écrit, et moi j'écris du théâtre, tu sais,
moi, j'étais un peu comme toi au tout début. J'ai écrit du théâtre et je me suis dit, moi, j'ai des images en tête, mais en fait, je veux pas me casser la tête à devoir monter une pièce, mettre en scène. Ouah, laisse tomber. Déjà, je connaissais rien, tu vois. Mais juste, moi, j'écris ma pièce et les gens se débrouillent, c'est leur métier. À force, le fait que je connaisse aussi bien ma pièce, que j'ai des fortes images en tête, je me suis dit, pourquoi pas? Ensuite, il fallait que je découvre ce métier. En rentrant dans le milieu du théâtre en tant que comédien, j'ai découvert ce métier de mise en scène, tu vois. Et de comment, du coup, tu mets au devant des gens... Comment? Tu l'as bien dit, la mise en scène. C'est encore un métier, la mise en scène. C'est ça que je dis, c'est encore un métier. Mais maintenant, je me dis, maintenant que j'ai des envies de mise en scène, que j'ai écrit, je me dis, en fait, quand tu as autant en tête ton texte et que tu as autant d'images, particulièrement quand c'est du théâtre ou du scénario, tu vois, pourquoi pas te former à ce métier pour pouvoir toi-même mettre en image que tu as en tête? Parce que le truc qu'il faut savoir, c'est que quel que soit metteur en scène ou réalisateur, au final, c'est sa vision à lui de ton texte. Et du coup, ça se peut que ces images à lui ne sont pas du tout les tiennes. Je suis entièrement d'accord. Et du coup, tu t'accouches d'un scénario avec 1000 images en tête et que 2 ans après, ils sortent au cinéma mais c'est pas... presque, tu reconnais pas ton scénario. C'est les mêmes mots, mais... Frère, c'est quoi qu'est-ce que c'est que ça? Non, ça arrivait à beaucoup mais grave, d'adaptations. C'est arrivé à beaucoup d'adaptations de livres. Moi, le livre de référence que j'avais lu à l'époque, c'était La ligne verte de Stephen King. Ouais. Je l'ai lu, c'était des tomes de 100 pages. Ok. Ouais, je l'avais vu, il faisait près de 600 pages, quoi. C'était des 100 pages à chaque fois. Quand j'ai vu le film, j'ai dit, ce réalisateur, il est exceptionnel. Ok. J'ai lu le livre, j'ai vu le film, j'ai dit non, waouh. Ça, c'est un réalisateur, Je pense que Stephen King devait être derrière pour bien driver. Parce que je peux te dire qu'il a rendu au trait pour trait ce qu'il y a dans le livre. Donc, il faut savoir que déjà, moi qui ne lis pas en anglais américain, il y a eu une traduction française. Déjà, le traducteur français, il est notamment très fort. C'est ça qu'aussi il faut voir, parce que là, comme on parlait tout à l'heure de la langue origine, pour pouvoir traduire le livre dans une autre version, il faut respecter les termes, et il y a des termes qui doivent coller à l'expression là-bas, parce qu'on n'a pas tous les mêmes expressions. D'un quartier à l'autre, les expressions échangent. D'une langue à l'autre, voilà, c'est pareil. Ouais, exactement. Et déjà, ce premier traducteur, respect, parce qu'il a su ramener le texte de King au français avec une certaine force. Et quand j'ai vu le film, comme il a été fait par un Américain, le film, j'ai rien perdu du livre. T'as rien perdu? Ouais, j'ai rien perdu. Et bizarrement, quelques temps après, j'ai relu le livre de Stephen King. Ok. Et là, je l'avais en un seul bloc. Ouais, un seul bloc. Magnifique. Et tu te rappelais du film, tu disais c'est vraiment pareil. Ah, c'est excellent. Et ça, comme on dit, c'est des réalisateurs, je pense, qui sont rares. Ouais. Parce que pouvoir tirer un livre, le mettre sous forme scénaristique et respecter toute l'évolution de l'histoire. Ça, c'est le plus dur, ça. C'est d'une... Oh non, c'est le plus dur. C'est excellent, c'est excellent. Le plus dur. Tu vois, en tête, moi, j'ai 2 exemples que j'ai vus. C'est Fight Club. En fait, j'ai vu Fight Club, les films de David Fincher avec Brad Pitt, pour ceux qui ne connaissent pas, avant de savoir que c'était un livre, ok? Ouais. Et je vois ce film qui me plaît. Longtemps après, en plus, ça fait pas très longtemps que j'ai lu le livre. Je lis le livre, et en fait, je me rends compte qu'il est très adapté. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de raccourcis qui sont pris. Mais l'auteur en est content parce que c'était les meilleurs raccourcis possibles. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Oh, tout à fait. C'est qu'on n'aurait presque pas pu faire mieux et mettre en image mieux que ça. Même s'il y a beaucoup de raccourcis, qu'il y a des détails qu'on est obligé d'enlever, parce que de toute façon, un livre, c'est fait pour avoir des détails et un film moins, tu vois.
Et il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 1 an ou 2, je regarde une adaptation d'un de mes livres préférés, qui est Martin Eden de Jack London, qui a été adapté par des Italiens, et adapté de façon moderne. En plus, c'est un livre qui a été écrit au début du XXe siècle, dans les années 1900, et il est sorti là, en 2000, je crois que je l'ai vu en 2019, je crois. Dans une histoire qui se passe dans les années, je sais pas, c'est bizarre, un peu 80-90, tu vois. Du coup, c'est un film de 2019 qui raconte une histoire des années 80-90 qui est adapté d'un livre qui a été écrit en 1900. Tu vois, c'est plus le même livre. Moi qui adore ce livre, qui l'ai lu plusieurs fois, qui connaît cette histoire parce que je me suis intéressé à l'auteur et tout, j'ai vu ce film, je me suis dit, mais ils ont pas adapté ce livre en fait. Tu vois, ils ont fait c'est un autre truc. C'est un autre truc. Et Jack London est mort évidemment parce que c'est un auteur qui a été écrit, qui est écrit au début du XXe siècle, tu vois, mais je me dis que il aurait vu ça sans être fâché, mais il aurait pas reconnu son histoire. Tu vois. C'est pas. Du coup, c'est très dur. Et j'entends que c'est très dur. Mais je me dis, quand tu écris un scénario, vraiment un scénario, pas un livre que tu adaptes, ok? Parce que là, tu peux avoir des largesses. Demain, moi, j'écris un ouvrage, un mec veut l'adapter, ça ressemble pas tellement. J'aurais plus de complaisance parce que je me dirais, c'était dur en vrai d'adapter, tu vois. J'ai écrit 300 pages, raccourcir ces 300 pages en 1h30 ou 2 heures, tu vois. Je peux comprendre qu'il ait pris quelques raccourcis, quelques libertés. J'avais une idée en écrivant, mais à l'image, c'est pas vraisemblable, du coup, il l'a rendu comme ça. Bon. Là, si j'écris un scénar, avec le plan en tête, le découpage technique en tête presque, et que le mec me pond un truc qui est à l'opposé de ce que j'ai fait. Ouais, le réalisateur, c'est le réalisateur. Le réalisateur, ouais. Parce que ça arrivait, hein. Ouais, ça arrive. Et du coup, je serai en mode, mais pourquoi il a fait ça, tu vois? Ouais, c'est des fois, t'as des nains qui ont des lubies comme ça, c'est eux qui payent, donc c'est eux qui décident de ce qu'ils vont faire. Ce qu'ils vont faire. C'est-à-dire, si toi, t'imaginais un petit gros et que lui, il voit une asperge, t'es obligé de te fier à l'asperge qu'il a décidé parce que c'est lui qui finance. Mais du coup, toi, dans l'idée, parce que tu l'as pas encore fait si je comprends bien, mais dans l'idée d'écrire un scénario, avec une idée bien précise, du coup, vu que tu t'écris en imageant, du coup, tu penses tes images à l'avance, ça te ferait pas peur, ça? De donner un scénario et qu'on en fasse tout ce qu'on veut? Ah, mais de toute façon, je serais, si je présente un scénario qui est intéressé, je me mettrais à la production où j'essaierai d'être collé à tout ce que le réalisateur va faire pour qu'il respecte bien l'âme de mon comment ça s'appelle de mon scénario. Ah oui, c'est aujourd'hui aujourd'hui beaucoup de choses ont changé et je vois que les jeunes de quartier et autres, hein, avec les technologies qui nous viennent, on peut faire des films même aujourd'hui avec un téléphone. Clairement. Donc, c'est-à-dire que un producteur, il a les moyens de vous trouver des financements pour faire quelque chose de meilleure qualité. Mais si vous êtes déterminé à faire ce que vous voulez faire, après, c'est juste une question de est-ce que vous faites les choses pour vous enrichir ou est-ce que vous faites les choses parce que vous êtes passionné. C'est ça qu'il faut bien mettre en exergue. Si vous le faites parce que vous êtes passionné, la qualité se verra. Si vous le faites en attendant d'essayer de gagner de l'argent et des prix et patati patata, la qualité se verra aussi. Comme on dit, il y a des puristes dans chaque domaine. Vous voyez, quand aujourd'hui on écoute du rap, les gens qui connaissent le rap savent que tout le monde ne fait plus du rap. Ouais, clairement. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. Je ne me considère pas comme écrivain ni romancier. J'ai écrit une histoire. Maintenant, on peut l'appeler roman, polar, dans n'importe quelle catégorie il n'y a pas de problème. Je n'ai pas d'ego avec ça, puisque je ne suis pas en sentiment de présenter je suis un auteur. Non, je ne suis pas un auteur. Je suis un auteur, certes, mais j'ai écrit une histoire. Je ne suis pas un écrivain. On clarifie bien les choses. Tu as juste raconté une histoire. Ouais, j'ai juste raconté une histoire. Et la chance que j'ai, c'est qu'elle plaît. Ok. Voilà. C'est un bon retour parce que il faut accepter les critiques et j'ai pas fini de le présenter. Il faut accepter les critiques qui pourraient ne pas aller pas dans mon sens, mais accepter les critiques qui ne seront pas forcément flatteuses. J'accepte puisque
j'ai proposé quelque chose, on a aimé, d'autres n'ont pas aimé. Il faut tout pour faire un monde. Tant que le respect y est, et, ça ne touche pas dans mon intégrité et autres. C'est de bonne guerre. Voyez-vous, on ne peut pas plaire à tout le monde. C'était l'objet d'une émission à l'époque. Ouais. Voilà. La question que je me pose là, c'est est-ce que du coup, imaginons qu'on ne te propose jamais d'écrire un scénario ou que tu n'aies vraiment pas l'envie de te mettre en résidence d'écriture pour écrire un nouveau ouvrage, est-ce que c'est la fin de ta vie artistique? Si c'est la fin de ma vie artistique, je sais pas sur quoi, je sais pas de quoi demain est fait. En tout cas, sur le plan artistique, je peux pas dire que j'arrêterai de proposer ce qui me passe par la tête, puisque on me sollicite. Hein. On me sollicite par rapport à ce que j'ai présenté à travers l'ouvrage. On me sollicite, donc si sur le plan artistique ça s'arrête, il y a la vie du livre qui a un but bien précis, parce qu'il faut savoir que mon souhait à travers ce livre-là, c'est ce que j'ai réussi avec quelques amis à moi qui me sont très proches, c'est de leur mettre dans la lecture. Hmm. Il y a des amis à moi qui lisaient plus. Ils m'ont dit, pour toi, Freddy, je vais faire l'effort d'ouvrir ton livre. Et sache que c'est un gros effort. Très, très gros effort. J'ai même un ami intime que je ne vais pas nommer ici, qui lui n'arrive pas à lire. Je pense même à trouver quelqu'un qui me le lise, parce que c'est vraiment un frère, hein, quelqu'un que je porte dans mon cœur, qui le lise, fasse un livre audio, et je lui offre le CD rien que pour lui. Tu vois, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et donc voilà, moi, c'est pour moi, j'ai déjà réussi la performance à laquelle je ne m'attendais pas, c'est que ce livre, il soit dans les gens qui m'ont fait des retours, hein, soit bien accueilli. C'est déjà pour moi une belle réussite. J'ai réussi mon pari, on va dire plus, j'ai réussi la transformation si on est joueur de rugby. Voilà, j'ai réussi ma transformation. Mais c'est pour ça que je dis, est-ce que maintenant ta vie artistique n'est pas terminée? Tu as fait ce que tu voulais faire, tu l'as porté où tu voulais le porter, tu as eu les retours t'as eu les retours qu'il te fallait, bon ou mauvais, hein. En tout cas, tu as eu les retours. J'ai eu des retours, ouais, j'en attends encore. Ouais. Et après, une fois que cette épopée-là est terminée, pourquoi ne pas tout arrêter artistiquement, je parle, hein, bien sûr, tu vois. C'est pour ça que je pose la question. Je me demande, tu vois. Parce que c'est ça que je ressens, moi, dans ton discours. C'est que tu avais une quête, c'était ce livre, tu as été au bout, mais de bout en bout, tu as écrit, tu as présenté, on t'a refusé. Vraiment une quête, tu vois. Tu as rebroussé chemin, tu as reculé pour mieux sauter, tu as continué, tu as persévéré. Il est arrivé que tu as eu ton grade, c'est-à-dire qu'il est sorti, que tu as eu des retours, si je peux appeler ça le grade pour toi, tu vois. Ça, oui, c'est le grade, ça y est, tu as fait ta quête. Et si on part dans cette idée un peu chevaleresque, il y a deux types de chevaliers. Il y a les chevaliers d'une quête. Imaginons la quête du Graal. Le jour où le roi Arthur trouve son Graal, il arrête, en vérité. Le problème, c'est qu'il ne le trouve pas. Mais sinon, il arrête. Et il y a les chevaliers de plusieurs quêtes. C'est le mec qui ne peut pas rester à la maison. Ça veut dire il cherche un Graal, il le trouve pas, il faut qu'il reparte encore chercher un nouveau truc. Et puis, il réexplore quelque chose. Et puis, il y reva, tu vois. Moi, tu me donnes l'impression d'être un peu le roi Arthur. Tu cherches un Graal, tu as eu ton Graal, ça y est, finito, tu vois. Donc, peut-être que c'est terminé pour toi, cet aspect-là de ta vie. Oui, certainement, mais en même temps, comme il y a tellement de rebondissements, parce que avec un livre, j'ai compris que je suis rentré dans beaucoup de foyers. Ouais, donc je suscite malgré moi des discussions et des réflexions. Et ces réflexions m'amènent à être sollicité pour des discussions. Voilà, donc ça veut dire que au-delà du livre qui est la création artistique, il y a ma personne maintenant qui est sollicitée pour comprendre qu'est-ce qui fait que tout ça ait été présenté et qu'est-ce qui fait que ça sollicite des discussions et qu'est-ce qui fait que je sois en résonance avec beaucoup de personnes qui lisent ce livre. Ok. Vous voyez, j'ai réveillé des souvenirs d'enfance à beaucoup de personnes, j'ai réveillé des passages douloureux à beaucoup de personnes, j'ai réveillé des discussions qui n'avaient pas sur déjà la dernière fois, c'est une aparté, un ami à moi qui rencontre un autre ami. Ils ne se connaissaient pas au préalable, mais ils sont venus à se rencontrer. Et quand mon ami qui est originaire de ma ville lui a dit ouais,
je suis là et que mon ami lui a dit, mais c'est mon ami. Et il lui a tout de suite dit, t'as lu Itinéraire bis? Et tous les deux, ils se sont dit oui. Donc, voilà, c'est des choses comme ça qui sont un peu anecdotiques et marrantes. On me rappelle quelques temps après, il me dit, ouais, j'ai vu un ami à toi au mariage de ma nièce. Et le lien commun, ça a été ton livre. Et ça te fait rebondir en fait, ouais. Ouais, ils se connaissent pas. Et voilà. C'est des choses comme ça. Et donc, je me dis, voilà, ça. Il crée quelque chose, il crée indirectement des liens, puisque l'un et l'autre s'y sont retrouvés, et ça a créé une discussion, et c'est agréable, c'est plutôt agréable. Du coup, ces cheminements-là que tu prends plus maintenant, c'est aller voir où ça a discuté de ton livre et pourquoi et qu'est-ce qui rentre en résonance chez les gens. Bah, c'est le chemin que je voudrais lui faire prendre, c'est-à-dire déjà qu'il soit lu par un bon nombre. Pour le premier souhait initial, c'est que les gens retournent à la lecture. C'est déjà ça un vœu pieux, parce que tout se passe dans les livres. C'est-à-dire quand j'ai des discussions avec des amis à moi et autres, c'est-à-dire aujourd'hui, on a accès à tout. Hier, quand on allait à la bibliothèque, quand l'un avait pris le livre que vous deviez étudier en classe, il fallait attendre qu'il vienne le déposer pour pouvoir le récupérer, pour pouvoir faire votre fiche lecture et votre compte-rendu du livre. Maintenant, en un clic, vous avez le livre, le résumé, vous avez tout. Aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui, elle ne peut pas ne pas savoir, elle ne peut pas ne pas apprendre. Parce qu'ils ont tout à disposition. Tout, mais quand je dis vraiment tout à disposition, et ceux qui sont intéressés pour X choses peuvent y avoir accès. En un clic, tu peux avoir accès à toutes les informations que tu veux. Toutes les informations, il faut bien sûr s'assurer qu'elles sont fiables et qu'il y ait une réflexion posée et poussée. Mais comme on dit... tout est accessible. Tout est accessible. Évidemment. C'est ça qu'il faut en retenir et c'est ça qu'il faut entretenir chez cette jeunesse qui a la chance que nous n'avons pas eu de pouvoir avoir tout à disposition. Évidemment, je suis d'accord. On va conclure. Pour conclure, je pose toujours 3 petites questions. La première, c'est cite-moi ton objet favori. Mon objet favori la fourchette. Pourquoi? Elle te ramène la nourriture dans la bouche. Ok, la fourchette. La deuxième, c'est cite-moi une œuvre inspirante pour toi. Une œuvre inspirante. Je dirais pas une œuvre inspirante, si je puis faire un détour, mais je dirais une personne inspirante. Tu peux. Mon père. Pourquoi, si c'est pas indiscret? Parce qu'il m'a montré la détermination à aller jusqu'au bout de son idée, quoi. Et l'utilité qu'aujourd'hui les gens trouvent à avoir ces ouvrages. Ok. Du coup, ton père. Et la dernière question, c'est, selon toi, tout modestement, quelle qualité devrait avoir un créatif? La patience. La patience, parce que on peut créer quelque chose aujourd'hui, ne pas le trouver beau demain, parce qu'on n'y a pas ajouté la touche nécessaire pour sublimer son œil. Parce que il faut savoir que pour que ça puisse plaire aux autres, il faut d'abord que ça vous plaise. C'est ça, cette démarche. C'est d'abord que ça me plaît à moi. Je suis convaincu que ça peut plaire aux autres. Et déjà, ça me plaît à moi. C'est bon. Ok. Ben merci. C'est moi qui te remercie, Dixon. Likez, abonnez-vous, partagez. Je vais mettre en lien dans la description le lien de ton Instagram pour qu'on puisse voir les commentaires sur ton livre. Le lien vers ta chaîne YouTube aussi pour qu'on voit, pour qu'on puisse le commander ou te demander où on peut le trouver. Et à la prochaine. À la prochaine. Salut. Salut. Merci.